Bonjour à tous. Alors, Hello, bonjour à très tous. content de vous retrouver. On est toujours avec Gaëtan et comme d'habitude, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. Alors aujourd'hui, en fait, on a une session qui est relativement courte en termes de contenu. Du coup, on peut attendre un petit peu, ça pose pas de problème. Et on fera peut-être une session un petit peu plus interactive. Pendant que vous êtes là à ne rien faire, du coup, si vous avez des idées de questions que vous vous posez sur ce que vous avez vu jusqu'ici, sur les choses que vous voudriez voir, préparez-les et puis on regardera tout à l'heure parce que je pense que le contenu du cours, en un petit quart d'heure, c'est plié. Donc Ouais, on fera des questions-réponses après. bon, c'est parti pour un peu d'attente. Salut tout le monde. Vous Je êtes vois un tous sur, message dans le chat. vous êtes tous sur Marseille au fait ou vous êtes un petit peu partout? Je crois que c'est un peu partout, même si globalement, ils Ouais, sont beaucoup du sud. Marseille, Marseille. Cool. J'avais vu des connexions depuis l'étranger aussi un peu. Ils sont restés bloqués. Bon, Marseille représente hein, quand même. Ouais. Salut Régis. Bon, on va peut-être pouvoir commencer. Donc, rebonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est maintenant à la 8e session des cahiers de vacances de la data avec Gaëtan pour la dernière session avec lui. Le sujet du jour, c'est Boolean indexing et le plotting. Comme il l'a dit rapidement, c'est un peu particulier aujourd'hui. Le sujet est court. Donc le but, c'est de faire une session interactive. Donc, surtout, posez toutes vos questions et on va faire une grosse session questions-réponses. Il y en a en région parisienne. Gaëtan aussi est en région parisienne. C'est pas en Euh, banlieue de Marseille? non, Saint-Imitre-les-Rentards? non, non. Ah mince. Ah bon? Je sais pas pourquoi je vois banlieue, je pense banlieue parisienne. Mais non, 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 c'est banlieue Oh, marseillaise. oh, la parisienne. Pardon, pardon. Et Google donc dit qu'il y voilà, a de la donc mer comme à je côté en tout disais, cas. Ouais. oui, c'est ça. Comme je disais, vous posez bien toutes vos questions et on va bien y répondre. Et éventuellement, on va commencer, Gaëtan va commencer une intro sur vos sujets de la semaine prochaine, qui sont les API et le scrapping. Donc dites-nous ce que vous en pensez et ce que vous avez envie de voir. Et voilà. Donc je vous laisse avec Gaëtan et je vous retrouve à la fin comme d'habitude. Très bonne session. Alors aujourd'hui, on va parler du Boolean indexing. On avait déjà joué un tout petit peu avec la semaine dernière. Et donc j'ai une slide là-dessus qui est un exemple de démo. Donc là, j'ai un data frame countries.df comme celui que j'avais la semaine dernière. Pardon, lundi ou mardi, je sais plus, avec une colonne population. Et en fait, il y a deux lignes. La première ligne, elle va stocker dans la variable big population une liste de valeurs à true ou à false pour autant de lignes qu'il y a dans le data frame, countries data frame. Et dans chaque ligne, il y aura marqué si la ligne correspondante du data frame pour la colonne population est supérieure à 100 millions ou pas. Et donc cette grosse liste de booléens à true ou false, on va l'appliquer sur le data frame lui-même avec l'opérateur crochet. Et ça va nous ressortir un data frame et où il restera uniquement les lignes qui correspondent aux critères du filtre. Donc ça, c'est le filtre booléen. On va regarder comment ça fonctionne. Vu qu'on a un petit peu de temps, on va repartir de zéro. Alors, boolean indexing. C'est un truc particulier à Pandas. Ça, je me souviens pas l'avoir vu dans d'autres langages. Donc on va commencer par importer Pandas. Hop. Et ben, ça commence bien. Hop, comme ça. Ensuite, on va regarder ce qu'on a sur disque. Alors, j'ai toujours mon petit répertoire data qui contient mon countries of the world. On va charger ça dans un data frame avec la fonction readCSV de Pandas. Donc je lui donne mon chemin, c'est dans data readCSV. Je vais stocker ça dans une variable df. Allez, countries data frame. Et si j'affiche mon data frame avec le header, j'ai bien le data frame qui s'est chargé. Alors, on va, comme la semaine dernière, on va jouer un petit peu avec la colonne région. Donc, j'ai toujours l'opérateur double crochet qui permet de construire un data frame juste avec la région. Je vais peut-être utiliser le point head, comme ça ce sera plus lisible.
regarde juste les questions. Ah, je suis débile, j'ai complètement oublié de partager l'écran. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Ok, désolé. Bon, je vais vous mettre la vue Inception de temps en temps pour checker les questions. Du coup, le Boolean indexing. Donc, la syntaxe, c'est ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai mon data frame countries, une colonne, et là, je fais un test. Ça peut être égal, égal, supérieur, inférieur. Je stocke le résultat dans une variable. La variable big population, elle contient une liste à true ou false. Et cette liste, je l'applique au data frame lui-même avec l'opérateur crochet. Ok, donc je reviens, ouais, on va la refaire. Hop. Alors, j'importe pandas. Je vais regarder ce qu'il y a là où je suis avec ls-là. J'ai bien un fichier un CSV countries of the world. Je vais le lire avec read CSV et je suis dans data slash read CSV. Je stocke ça dans un countries data frame. Et quand j'affiche mon data frame, j'ai bien les bonnes infos. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je vais vouloir faire un filtre booléen pour récupérer toutes les régions qui sont en Europe. Donc, pour faire ça, je vais commencer par regarder ce qu'il y a dans ma colonne région. Il y a une petite fonction qui est assez sympa, qui s'appelle valueCounts, qui va me renvoyer la liste des valeurs à l'intérieur de la fonction et le nombre d'occurrences. Donc ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans ma colonne. Je vois que les données sont pas très propres, donc je vais cligner ça un petit peu. Alors on avait vu la semaine dernière qu'on faisait ça avec un str.strip. Donc je vais faire un map de str.strip. Ça me renvoie toutes les colonnes, normalement sans les espaces autour. Et donc si j'affecte ça à mon résultat, maintenant quand je regarde ce qu'il y a dans mon countries data frame, normalement les données sont propres. Bon là j'ai fait un str.strip, mais je peux très bien rajouter une autre méthode. Je vais faire un str.capitalize. Alors surtout je l'appelle pas comme ça, parce que si je l'appelle comme ça fonctionnera pas. Je lui passe le nom de la fonction, mais sans l'appeler. Et là si je fais ça, j'ai toutes mes fonctions qui sont capitalisées. Et si je refais les noms dans le data frame, si je fais un region.valueCounts, c'est toujours un piège, valueCounts comme ça. Ok, là j'ai des régions qui sont comme ça. Je regarde. Ok. Ok, comment est-ce que je joue avec le Boolean indexing? Je vais effectuer un test sur cette colonne-là, région, et je vais lui demander de me sortir toutes les régions qui sont en Europe. Donc pour faire ça, je vais faire région égale égale, alors pas une affectation, c'est un bien égal double. Je teste si il faut que ça renvoie un booléen. Je teste si la région est soit en Eastern Europe. Donc si je n'avais pas nettoyé la chaîne de caractères, en fait, je me serais retrouvé avec des espaces autour et c'était impossible à tester. Parce que potentiellement, il n'y a pas le même nombre d'espaces partout dans toutes les lignes. Soit si elle est en Western Europe. Alors je me souviens plus de la syntaxe, c'est peut-être or, comme ça. Or comme ça, Western. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça m'envoie? Ça marche pas du tout. C'est peut-être ça. Ça marche pas non plus. Et ben, on va s'en passer. On va regarder. Pandas, Boolean, indexing, or. Toujours regarder dans Google. En général, la bonne réponse, elle est dans Stack Overflow. Et là, c'est bien ça, c'est un ou. Mais pourquoi il n'en voulait pas? Parce que j'ai pas mis les parenthèses. Donc c'est un ou comme ça, c'est une barre verticale. Et le problème, c'est que si je mets pas les parenthèses, il doit l'interpréter comme étant chaîne de caractères ou mon data frame. Et du coup, ça casse. Voilà. Donc là, en fait, le ou, ce qui permet de faire, c'est on va faire une petite démo, tiens, puisqu'on a du temps. On va faire un mini data frame égale pd.dataframe. Et là, on va lui passer des valeurs. On va dire que dans la première ligne, j'ai 1, 2, et dans la deuxième, j'ai 3, 4. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais, j'ai bien un data frame avec marqué 1, 2, 3, 4. Du coup, on va pouvoir jouer avec. On va dire, est-ce que mon data frame, dans la colonne, si je fais ça, est-ce que j'ai bien la colonne 0? Ouais, j'ai la colonne 0 avec marqué 1, 3. Est-ce que la colonne 0 est
Tiens, je peux tester si la colonne est paire ou impaire. Pour faire ça, comment est-ce que je fais? Je vais faire un modulo 2. Modulo 2, ça me renvoie 1 et 1. C'est pas exactement ce que je voulais. Modulo 2, ça renvoie 1. Ah si, c'est cohérent. Ok, ça, ok. Si le modulo 2 est égal à 1, c'est pair, sinon c'est impair. Alors, je vais me rajouter des valeurs là. 3, 4, 4, 5. Ok. Donc là, ça me renvoie true, true, false. Donc ça veut dire que dans la première colonne, qui est 1, 3, 4, les deux premiers sont impairs et le deuxième est pair. Donc ça, c'est un exemple de Boolean indexing. Je peux faire des tests sur la valeur directement, ou je peux faire des transformations sur la valeur et ensuite la tester. Et donc, comment est-ce que je pourrais faire pour rajouter une colonne dans mon data frame qui me dise si les lignes sont paires ou impaires? Et ben, je pourrais commencer par appliquer ça au data frame. Donc, je vais l'appeler, je vais le mettre dans une variable qui s'appelle is uneven. Et si j'affiche mon is uneven, j'ai bien ma liste avec true to false. Et ensuite, je vais appliquer ça à mon data frame. Et si je fais data frame de is uneven, ça va me renvoyer toutes les lignes qui sont impaires. Donc ça me renvoie uniquement les lignes 0 et 1 et pas la ligne 2 parce qu'elle est paire. Et une fois que j'ai ce data frame là, comment est-ce que je peux lui rajouter une colonne? Est-ce que ça marche si je fais ça? Uneven est égal à true. Non, ça marche pas du tout. Non, il faut que je stocke ça dans un data frame. Ça me récupère un data frame. Je vais l'appeler uneven data frame. Si je fais uneven data frame de uneven est égal à true. Alors, a value is trying to be set on a copy of a slide from a data frame. Ok, il veut que j'utilise le point lock plutôt que ça. Si je fais un point lock, ouais, ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez regarder l'onglet sondage pour y répondre. Okay. Oui, je me suis absentée tout à l'heure, mais là, je vais être présente. Donc, t'es plus okay, cool. à faire les allers-retours, t'inquiète pas. Je te préviendrai. Ok, bon, je galère sur le rajout de colonne. Pourquoi parce que j'ai... Ok, j'ai essayé de faire trou directement, alors qu'en fait, il faut que je lui renvoie une série. Donc moi, j'avais fait uneven df crochet is uneven est égal à true. Et si je fais ça, en fait, je vais essayer d'assigner une valeur simple à toute ma colonne. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est ça, is uneven. C'est une série. Et en fait, il n'aime pas le fait que je sois dans une slice. Et le problème, c'est que ma série, là, elle n'a pas le même nombre d'éléments que mon data frame. Si, elle devrait. Sauf que là, je suis en train d'essayer de le mettre là. Il faudrait peut-être que je le mette là-dedans. Ok, super. Et ben, on a fini par y arriver. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Is uneven, c'est une série qui contient une liste de booléens à true ou false suivant que les chiffres sont pairs ou impairs. Pour rajouter une nouvelle colonne au data frame, je ne peux pas apparemment rajouter une nouvelle colonne sur unevendf parce que comme c'est le résultat du boolean indexing, ça ne contient pas toutes les lignes et Python me met un warning. Du coup, la façon de faire ça, c'est de rajouter une nouvelle colonne dans mon data frame qui s'appelle isUneven et de mettre dedans le résultat du boolean indexing. Donc si je veux directement rajouter une colonne isEven, je vais je vais faire la même chose. Je vais mettre directement dedans. Si le résultat est égal à 2, c'est even. Et donc quand je regarde maintenant ce qu'il y a dans mon data frame, j'ai une colonne qui me dit si c'est à true et une colonne qui me dit que si c'est à false. Donc le 4 est bien pair. Ok.
tout ça pour vous montrer qu'en fait, on peut faire des combinaisons de filtres. Donc, par exemple, là, si je regarde, donc là, j'ai mon petit data frame. Si je regarde si la colonne 0, si le chiffre de la colonne 0 est soit uneven, soit even, bah forcément, il va me répondre que c'est toujours vrai, parce que soit il est pair, soit il est impair. Donc là, je remets mes parenthèses. Donc ça, c'est le ou. Alors, isEven, c'est pas une variable, donc il faut que je le mette dans une chaîne de caractères. Ok, donc là, j'ai des trous partout. Par contre, si je lui demande si il est à la fois à la fois pair et impair, alors c'est le et comme ça, la notation c'est un petit et commercial, là il va mettre des false partout. C'est juste pour vous montrer qu'on peut combiner ça. Et on peut en mettre autant qu'on veut, là je peux mettre autant de trucs que je veux comme ça. Et donc c'est ça qui nous permet de tester plusieurs valeurs. Donc on fait countries dev de région. Est-ce que j'ai soit Eastern, soit Western? Et donc là j'ai la liste, ça me sort une liste qui me donne toutes les lignes qui sont soit à l'est, soit à l'ouest de l'Europe. Je vais stocker ça dans une variable, is European. Je vais afficher. Alors c'est quoi le type de is European? C'est une série, donc je peux utiliser la fonction head pour afficher le début. Et une fois que j'ai cette série-là, je peux l'appliquer au data frame en faisant avec l'opérateur crochet pour appliquer mon filtre booléen. Et là, quand j'exécute, ça va me renvoyer uniquement la liste des pays en Europe. Et si je regarde le nombre, on va regarder la shape de ce truc-là. On va stocker ça dans une variable European Countries. Et si on regarde la taille, j'en ai 40 avec l'Europe de l'Est. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Boolean indexing? Là, je l'ai fait sur une valeur. On peut très bien tester sur un chiffre. Si je veux tester le square mileage de mes countries, je peux faire countries df, tester si le square mileage est supérieur à 100 000 square miles. Et je peux directement appliquer ça. Soit je le décompose comme tout à l'heure avec une petite variable qui va tester si c'est un big country, par exemple. Soit je peux directement appliquer ça, et donc la syntaxe, c'est ça, au data frame, j'ai ça, crochet tout ça, et donc ça va me sortir uniquement les pays qui sont supérieurs à 100 000 square miles. Alors c'est peut-être pas assez, si je mets 10 millions, voilà, j'ai plus que la Russie du coup. Donc en une seule ligne, ça permet très rapidement de récupérer les informations qui vous intéressent. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, sur le Boolean indexing, ou est-ce que c'est clair? Pas de questions. Il n'y a aucune question. Donc apparemment, okay. C'est bien compris. Bon, on va passer. Génial, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est en fait, Pandas intègre une fonctionnalité qui est assez pratique et qui permet de faire des graphes très rapidement pour avoir une idée de la tronche des données. Alors pour faire ça, on va utiliser un package qui s'appelle matplotlib et une méthode qui s'appelle plot. Et vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Par exemple, si je veux plotter un histogramme des pays européens par taille, ben, je vais reprendre mon European Countries Data Frame. Et je vais commencer par... alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur déjà? Ok, j'ai tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la taille de ce truc-là. Donc, je vais commencer par trier par taille décroissante. Alors, pour faire ça, je vais faire European Countries Data Frame .sort values. Je lui passe le nom de la colonne sur laquelle je veux trier avec ascending égale false. Et si je sors les 10 premiers, ça me met la France en premier. C'est un petit peu étonnant. Pourquoi est-ce que j'ai plus la Russie et pourquoi est-ce que je l'avais tout à l'heure et est-ce que la Russie est vraiment en Europe? Pourquoi je me suis retrouvé avec la Russie là? Ah, parce que j'ai pris tous les countries, j'ai pas pris les Européens. Ok, c'est pour ça. Donc là, j'ai la France. A priori, on est les plus hauts. Bon. Ok. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un histogramme. Eh ben, on va commencer par récupérer
la colonne qui m'intéresse. Donc soit je continue à chaîner mes opérations, soit je fais des variables intermédiaires. Là, je vais chaîner directement. Donc je vais dire, on va y aller progressivement. Je vais dire, je vais récupérer la colonne qui m'intéresse, country. Donc si je fais ça maintenant, j'ai plus que la colonne country. Et si je fais point plot, qu'est-ce que j'ai? Alors ça marche pas. Il me dit qu'il peut pas plotter, bah oui, parce que je lui sors une liste de noms de pays. Et en fait, il sait pas plotter ça. Il faut que je lui passe une colonne numérique. Et donc si je lui passe, il faut la filtrer. Ok. Donc là, ça fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde ce que j'ai ici, j'ai renvoyé une série avec dans la colonne le square mileage, mais par contre, l'index, c'est le numéro du country. Et en fait, il se sert de ça pour faire son plot. Et du coup, quand il plotte, il a un espèce de zigzag qui n'est pas cohérent. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on voudrait, en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est une série avec le nom des pays dans l'index et le square mileage dans la colonne. Pour faire ça, on va utiliser la fonction setIndex qu'on avait vue la semaine précédente. Et donc, on va mettre en index le nom du pays. Donc, setIndex country. Donc, si je fais ça, je récupère bien le même data frame, la colonne country est passée en index. Si maintenant je filtre et que je veux uniquement la colonne square mileage, ça récupère bien une série avec en index le country et en square mileage le nombre de mètres carrés. Et si maintenant je plotte ce truc-là, alors il y a deux options. L'option qui nous intéresse, c'est kind égale bord, et ça va faire un bar plot. Et donc là, ça me ressort la liste des pays uniquement européens, et ça me prend les 10 premiers triés par taille décroissante, et ça les affiche ici. Ce qui est assez cool, c'est assez pratique. Et si je ne mets pas le kind égale bar, ça n'aura pas de sens pour ce type de graphique parce que ça fait c'est les mêmes informations, sauf que là, on a l'impression que c'est une tendance qui descend. Donc pour le coup, on a plutôt envie d'avoir un bar plot plutôt qu'une ligne. Voilà, et ça, on peut s'en servir pour faire un peu n'importe quoi maintenant. On sait utiliser l'index qu'on a envie d'utiliser, on sait filtrer les colonnes dans un data frame, on sait faire du boolean indexing pour sélectionner seulement certaines lignes. On sait trier les valeurs par ordre croissant ou décroissant pour une colonne en particulier. Et donc on peut normalement, on sait aussi faire des group by qui sont ultra pratiques. Et donc avec cette possibilité de faire de la visualisation en bar plot, on peut vraiment sortir des infos assez facilement dans un data frame. Alors là, l'exemple, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié de taper ça en fait, l'import. L'import, il a deux parties. Import matplotlib, c'est le package, et le %matplotlib inline, ça vous permet d'avoir le graphe qui s'affiche directement ici. Ici, l'exemple, c'était avec la colonne GDP per capita. On récupérait uniquement cette colonne-là dans le data frame. Ensuite, on triait par GDP descendant. Ensuite, on prenait les 10 premiers, et ensuite, on faisait un point plot kind égale bar. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec cette syntaxe-là, qu'on pourrait mettre sur plusieurs lignes pour clarifier un peu les choses? Je suis même pas sûr d'avoir besoin de mettre ça. Hop. Hop. Non, si, même pas. Voilà, je mets des petits anti-slash derrière pour terminer les lignes et pour permettre d'avoir ça sur plusieurs lignes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est bon? Et si oui, est-ce que vous avez des questions d'une manière générale sur tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Alors, pas de questions pour l'instant, mais peut-être que ça va venir. Bon. Est-ce que tu veux attendre une petite minute? On peut attendre une minute. Et ce que je vous propose après, c'est de s'amuser à faire un peu de scrapping pour faire passer le temps. Vous allez voir ça en profondeur jeudi prochain avec Soumia. Lundi ou mardi, vous voyez les API. Et juste, ça vous permettra d'avoir une première passe pour vous mettre un peu à l'aise. Juste sur tous ceux qui sont là, combien sont familiers avec la façon dont le web fonctionne avec la structure du HTML? Ok, du coup, je vais peut-être pas vous réexpliquer ça en détail parce que vous le verrez avec Soumia. Je vais juste vous montrer comment on peut jouer un petit peu avec. Ok, Bon, je fais un petit rappel rapide. J'avais mis un petit sondage et donc la majorité est intéressée pour suivre la partie sur l'intro pour la semaine prochaine.
Éventuellement, Ok, pour super. ceux qui vont nous laisser, du coup, je vais passer à la conclusion en préalable, puisqu'il y en a Mhm. peut-être quelques-uns qui vont nous quitter. Donc, pour juste vous dire que tous les éléments, comme d'habitude, vont être postés d'ici demain, les éléments de travail sur Slack. Et aussi vous rappeler de passer nous voir au wagon, aux portes ouvertes demain. Voilà. Je vais vous rappeler, mais c'est tous les vendredis à la même heure. Donc voilà pour ceux qui nous quittent. Et je te laisse Gaëtan. Ok, super. Ben, on va s'amuser à faire un peu de scrapping alors. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site qui s'appelle Books to Scrap, qui est en fait un site qui est fait spécialement pour apprendre à scraper. Donc c'est un site web comme ça, et le but du jeu, c'est de récupérer toutes les informations. Le scrapping, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui permet de récupérer des données sur un site internet. Par exemple, si vous avez une agence immobilière et vous voulez savoir un petit peu quels sont les prix sur le marché, vous allez faire un petit robot qui va aller automatiquement se connecter à tous les sites de toutes les agences, choper le prix des appartements, toutes les caractéristiques des appartements, et vous allez vous servir de ces données-là pour essayer de prédire, de définir un prix qui soit cohérent par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et pour faire ça, en fait, on va construire un petit robot qui va faire ce que nous, on ferait à la main. Si moi, je voulais récupérer toutes ces infos-là à la main aujourd'hui, je ferais du copier-coller. J'irais sur la première page, j'irais choper tous les titres, là, des bouquins, tous les prix. Ensuite, je cliquerai sur Next, j'irai sur la page 2, je continuerai. Sauf qu'il y a 50 pages et 1, 2, 3, 4, 5, 20 bouquins par page. Ça fait 1000 bouquins à récupérer à la main, donc à la fin de la journée, je serais peut-être un petit peu fatigué. Donc l'idée du scrapping, c'est qu'en Python, vous allez coder un petit bout de code qui fait tout ça à votre place, qui va aller chercher le contenu des pages, comme là ce que j'ai fait, j'ai tapé l'URL dans la barre du navigateur, ça m'a renvoyé ça, et ensuite le code il fait pareil, il tape l'URL, il va chercher le contenu de la page, et ensuite il va chercher les différents éléments. Euh, la façon dont une page HTML est structurée, c'est un espèce de c'est un ensemble d'éléments imbriqués les uns dans les autres. Et chaque élément, en fait, il a un tag d'entrée, un tag de fin. Si je veux regarder comment c'est fait une page, je fais bouton droit, Inspect Element. Non, pardon, n'importe quoi. Bouton droit, View Page Source. Et là, il va montrer ce qu'il y a vraiment dans la page. Et en fait, une page HTML, c'est ça. C'est juste un gros texte avec plein d'éléments. Là, si je regarde un élément, ça commence par un tag d'entrée. Un tag d'entrée, ça a inférieur le nom du tag supérieur. Et le tag de fin, il a inférieur slash le nom du tag supérieur. Et donc, ce tag-là, cet élément-là, l'élément LI, il va de là jusqu'à là. Et à l'intérieur, il y a un élément là un élément A qui est un lien en fait. Si je clique là-dessus, je vais arriver sur la page d'un livre. Et cet élément-là, il commence ici, il se termine là, et à l'intérieur, il a ce contenu-là. Je ne rentre pas dedans et je ne vous explique pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça, vous le verrez, Soumia vous en parlera un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est le contenu d'une page. Quand votre navigateur, vous tapez linkedin.com, c'est ça qu'il récupère en fait. Il récupère toutes les infos qui sont sous ce format-là qui est un petit peu illisible. Et en fait, il mixe ça avec des feuilles de style et avec du JavaScript pour produire ce contenu qui est, que- qui est visible et avec lequel vous pouvez interagir. Et donc, euh, nous, notre code, ce qu'il va faire, c'est il va prendre cette grosse chaîne de caractères qui est le contenu de la page, et le jeu, ça va être de trouver les prix. Alors, comment est-ce que je fais? Ben, si j'étais un humain, je pourrais faire CTRL F price, et puis chercher jusqu'à avoir un truc. Et là, là, je vois que j'ai un élément price color avec un prix. Et donc, je peux faire ça, chercher le truc suivant et choper tous les prix un par un. C'est un petit peu long, et j'ai pas envie de le faire à la main. Alors, il y a deux packages Python qu'on va utiliser pour faire ça. Le premier package, c'est le package request. Et request, son travail, en fait, ça va être de faire ce que fait le navigateur. C'est-à-dire, je vais lui donner une URL et il va me renvoyer le contenu de la page tel que je viens de vous le montrer, c'est-à-dire ce truc-là. Et le deuxième package, c'est un package qui va prendre cette grosse string et qui va aller me permettre de chercher très facilement des informations à l'intérieur. Alors, je vous propose qu'on commence à jouer un petit peu avec. On va faire un nouveau notebook et on va appeler ça request package. Alors, le package request, pour l'importer, c'est juste import request. Et pour l'utiliser, on va lui filer une URL. Donc là, notre URL, on va la copier dans la barre du navigateur. Donc c'était ce truc-là. Donc là, j'ai mon URL. Et on va faire un request.get de mon URL. Et ça va me renvoyer une réponse HTTP qui est un code pour dire 200, tout va bien, t'as le contenu de la page. Donc ça, je vais stocker ça dans une variable response. OK. Et si je veux récupérer le contenu de la page, il y a un attribut content
Et donc là, je récupère ma page. Alors, elle est encore plus illisible que la page que j'avais. La page que j'avais ici, il y avait des espaces, et là, en fait, à la place, j'ai des retours chariots. Mais c'est pas grave, mon contenu, il est bon. Donc le package request, il a fini son taf, il a récupéré une page. Là, je lui ai demandé de récupérer une page. Le jour où je vais vouloir boucler sur toutes les pages du site, je vais faire une grosse boucle for n in range de 50. D'ailleurs, on peut la faire si vous voulez. Si je veux boucler sur toutes les pages du site, j'ai vu que le site, en fait, en bas, là, il avait 50 pages. Et si je fais next, 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 je vois qu'il y a une espèce de pattern qui se dégage, qui est que l'URL, en fait, elle contient le numéro de la page, ici. Donc, je vais essayer d'aller directement sur la page 50. Je vais mettre 50 ici. Et j'arrive bien sur la dernière page du site. Du coup, si je veux boucler et récupérer toutes les pages, je vais faire ça. Donc là, je vais faire une petite boucle. Je ne sais pas si on vous a présenté le range. Le range, en fait, ça vous renvoie un objet itérable. C'est un peu comme une liste, et ça va faire de la valeur min à la valeur max. Genre, si je fais un range de 3 à 5, et que je fais for n in range print n, là, ça m'affiche du premier élément inclus au deuxième exclu. Et donc, je vais me servir de ça pour itérer, de cette syntaxe, pour itérer sur toutes les pages du site. Donc, je vais faire for page number in range de 50. Donc là, je devrais avoir de 0 à 49. Je vais construire ma page URL qui va être égale à une petite interpolation de ce truc-là. Et donc là, ici, je vais mettre mon page number. Et donc, si j'affiche ce page URL là, j'ai bien les pages du site de 0 à 49. Alors, c'est presque bon. Moi, je voulais de 1 à 50. C'est pas très compliqué. On va juste faire un petit +1 ici et tout ira bien. Et donc, si je clique sur mes liens là, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Je prends le premier, je prends le dernier. Je suis sur la première page et je suis sur la dernière page. Donc, c'est bon, tout va bien. Et donc maintenant, ce que je voulais, c'était récupérer la page. Donc je vais faire une liste où je vais stocker le contenu des pages. Donc, je vais appeler ça pages content. Et l'idée, c'est que je vais ajouter dedans toutes les pages. Comment je fais ça? Je prends mon package request, je vais faire un request.get de ma page URL. Je vais stocker ça dans response. Et response.content, ça va contenir ma page, comme tout à l'heure. Et je vais ajouter ça là-dedans. Je vais faire ça .append de ça. Et donc ce petit bout de code-là, on va rajouter un petit print. On va s'ajouter getting page, page number from this URL. Et puis on va lancer ça et voir ce qui se passe. Et donc on voit que là, ça prend un petit peu de temps. Donc le navigateur, ça n'a pas été très très long, hein, mais si j'ai 10 000 pages, on voit que le fait d'aller faire la requête, ça prend peut-être quelques centaines de millisecondes, mais ça finit par s'additionner et ça prend du temps. Et donc si je regarde dans ma page de résultats qu'il y a, déjà la longueur de ce truc-là, c'est bien 50. Et si je regarde ce qu'il y a dedans, alors ça risque d'être un petit peu long. J'ai un truc qui est assez énorme et qui contient toutes mes pages. Là, on a fini avec le package request, c'est tout. Le package request, c'est un truc qui permet de récupérer le contenu des pages. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin. Quand on va commencer à scraper le contenu de la première page, on va s'apercevoir qu'il y a des liens vers d'autres pages. Et donc, on pourrait très bien décider d'aller sur ces autres pages. Donc, on pourrait avoir une espèce de boucle globale sur les 50 pages du site. Et puis, à l'intérieur de chaque page, refaire une boucle pour aller chercher d'autres pages. Et on peut aller très très loin comme ça. C'est tout pour le package request, donc c'est vraiment ultra basique. Et maintenant, on va faire le package Beautiful Soup. Beautiful Soup, c'est un truc assez classe qui permet de convertir, d'aller piocher en fait dans le contenu de la page. Je vais me faire une fausse page. On va appeler ça fake page. HTML. La syntaxe HTML, on a vu, c'est des éléments dans des éléments. Alors, il y a un élément qui englobe tout le monde, c'est l'élément HTML. À l'intérieur, il y a deux autres éléments qui sont le head et le body. Le head, c'est un espèce d'élément où il y a des méta-infos. Par exemple, on trouve l'élément titre à l'intérieur. Donc ça, c'est le nom de la page que vous allez voir en haut de l'onglet. Typiquement, tout là-haut, là, untitled machin, ça c'est le title. Et puis, il y a des balises méta, mais elles ne nous intéressent pas, donc on va les mettre en commentaire. Les commentaires en HTML, c'est ça. Donc là, j'ai même pas besoin de compléter, parce que tout ça, du coup, c'est commenté. Donc ça, c'est la balise, la premier élément de la page. Le deuxième élément de la page, c'est le body. Et le body, il va contenir tout le reste de la page, toutes les informations, tous les trucs graphiques. Et ensuite, on peut mettre un élément div, et à l'intérieur, on va mettre un paragraphe avec du texte dedans.
Et voilà, on a une super page. Alors, je vous ai parlé de la syntaxe des éléments. Je vous ai pas dit qu'en fait, les éléments peuvent avoir des attributs. Et la syntaxe, c'est ça. Il y a des attributs. On peut inventer ce qu'on veut comme nom d'attribut. Et ce qu'il y a dedans, c'est en général entre double cotes. Alors, les attributs n'ont pas d'espace. À l'intérieur, je mets ce que je veux. Et les plus utilisés, c'est des ID qui sont censés être uniques et des classes qui ne sont pas uniques, qui ne contiennent pas d'espace. L'ID non plus ne contient pas d'espace, qui ne sont pas uniques. Et en fait, les designers se servent des ID et des classes pour targeter les éléments. Et par exemple, si un designer peut dire je prends l'élément unique et tout ce qui est à l'intérieur, ça va être bleu sur fond rouge. Je prends la classe pas unique et tout ce qui est à l'intérieur, ça va faire un tour sur lui-même avant de s'afficher à l'utilisateur. Enfin, on peut se servir de ça pour faire absolument ce qu'on veut. Et donc là, par exemple, on pourrait très bien avoir dans le site plusieurs divs comme ça, avec la même classe, à l'intérieur d'une grosse div container qui aurait un ID. Ça a un sens parce que mon container, il n'y en a qu'un seul, alors que les divs, là, il y en a plusieurs. Du coup, c'est plutôt des classes qu'un ID. Alors là, j'ai tout cassé parce que j'ai perdu le tag de fin, donc je le remets. Ok, donc ça, c'est un vrai site qui marcherait quasiment. Souvent, là, vous avez un espèce de truc doctype HTML, mais qui n'est pas indispensable et c'est juste une formalité. Donc ça, c'est une vraie page web. Si je la sauve sur mon disque et que je l'appelle .html et que je regarde ce qu'il y a dans Chrome, ça devrait s'afficher. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser Beautiful Soup pour aller choper des informations à l'intérieur? Vous êtes une agence immobilière, et donc là, c'était des appartements. Donc là, c'était appart 1, et il avait un prix. Et donc le designer, pour mettre le prix avec une jolie petite couleur, là, il a mis une classe égale price. Donc là, l'appart 2, il coûte 10 balles. L'appart 1, il coûte 5 euros. Et l'appart 3, il coûte 20 euros, parce qu'il a vu sur la mer. Si je fais ça, comment est-ce que je m'en sers? Eh bien, Beautiful Soup, alors ça s'importe comme ça. La syntaxe est un peu différente, mais c'est le même principe. From BS4, import Beautiful Soup. Et donc Beautiful Soup, c'est un objet auquel je vais passer en paramètre le texte ou la page que j'ai reçue. Donc soit je lui passe ma variable que j'ai créée à la main, soit je lui passe ce qui a été récupéré par le request package. Pour l'instant, je vais jouer avec ça parce que ça me permettra de vous montrer plus facilement comment ça fonctionne. Et ensuite, on branchera le package request dessus, le résultat de ce qui a été récupéré par le package request automatiquement dessus. Je lui passe ça et je lui dis, tu me fais du html.parse dessus. Je crois que c'est parseur. Et ça me renvoie en théorie un objet soup si j'ai tout bien fait. Si je fais ça, il me dit que la syntaxe n'est pas bonne, c'est from bs4 import ce qu'il y a dedans. Et ok, si je regarde ce qu'il y a dans mon objet soup maintenant, j'ai l'impression que j'ai un peu la même chose que tout à l'heure, donc il m'affiche une grosse chaîne de caractères. Sauf que cet objet-là, il a plein de méthodes qui sont ultra utiles. Par exemple, je vais pouvoir faire soup.title et il me renvoie rien du tout. Alors pourquoi? Pourtant j'ai un titre dans ma page. Alors j'ai dû oublier un truc. Ok, on va tester une autre méthode. Soup.find de unique. Ça marche pas non plus. Alors, qu'est-ce que c'est cet objet soup que j'ai récupéré? C'est bien un objet beautiful soup. Ton titre est appelé titre. Ah, c'est vrai? Ah merci. Ok, génial. Bien vu. Du coup, si je fais un title, super, ok. Donc mon title, en fait, il m'envoie l'élément title, avec la balise de début et la balise de fin, si le web développeur s'est pas trompé dans le nom des balises. Donc ça, c'est cool. Moi, si je veux exactement le titre, ce que je fais, c'est que je fais un point texte. Et ça me renvoie le contenu de mon élément. Et si jamais le développeur avait mis des tas d'espaces pas propres ici, autour, et que je vais les enlever, ben, je fais comme dans un pandas data frame, je vais faire un point strip. Et le point strip, il est pratique en fait. Il me permet même de supprimer des caractères spéciaux. Genre si là, il y a marqué RRR et que je veux supprimer tous les R qui sont sur les côtés, mais pas les R qui sont à l'intérieur, je vais faire un point strip et je lui passe le R en paramètre. Et du coup, là, il a bien supprimé les R sur le côté. Comme il a supprimé les R, du coup, il n'a pas supprimé les espaces. Et là, je refais un point strip et par défaut, il supprime les espaces.
Et là, j'ai le nom de ma page qui est bon. Donc le point title c'est cool. Et en fait, vous allez pouvoir faire un point sur tout le nom des éléments. Donc si je fais soup.body, il devrait récupérer le body. Et j'ai bien l'élément body du début jusqu'à la fin. Si je fais soup.head, il me récupère tout le head. Et alors moi c'est bien, mais ce que je veux c'est récupérer le nom des appartes et leur prix. Comment est-ce que je peux faire je peux être tenté de me dire je vais faire div, sauf que div ça va me renvoyer la première. Si je fais un soup.div, ça me renvoie, ça me renvoie le container, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas assez précis. Alors je peux refaire un point div derrière. Si je refais un point div, dans tout ce div là, il va choper le premier et il me renvoie le premier div à l'intérieur de mon div. Sauf que si je veux le deuxième, je suis un petit peu embêté. Donc je vais utiliser une autre méthode pour ça. Bon, je vais vous présenter les plus faciles, puis Soumia complétera. De toute façon. Il y a deux méthodes qui sont intéressantes. Il y a la méthode .find. .find, on lui passe le nom d'un élément. Donc là, si je lui dis find moi le body, ça me renvoie la même chose que quand je fais soup.body. Sauf qu'il y a un find all qui est assez cool. Et si je lui dis find moi, alors je vais essayer de trouver ces éléments-là, les éléments qui correspondent à des appartements. Si je lui demande de me trouver toutes les divs, il va me retourner. Alors, je ne sais plus où je suis là. Si je lui demande toutes les divs, il va me retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 divs. Il y en a beaucoup trop. Parce que, ah non, il me renvoie 4. Parce qu'il m'a renvoyé le container en premier. Moi, je ne le veux pas, je veux que celle-là. Comment est-ce que je peux faire pour dire, me renvoie pas cet élément-là, renvoie-moi que ceux qui sont à l'intérieur. Je vais cibler avec la classe. Je vais dire, tu vas me donner la... Ah tiens, je me suis planté dans toutes les syntaxes. Tu vas me donner la classe qui est égale à pas unique. Et pour faire ça, ici, je peux lui dire classe égale pas unique. Alors, en Python, classe, c'est un mot-clé réservé, donc le paramètre, il s'appelle comme ça. Et si je fais ça, ça me renvoie rien. Ça veut dire qu'il trouve aucune div avec une classe égale à pas unique. Parce que j'ai pas réexécuté ce truc-là. Donc, je recommence. Et là, il m'en trouve bien, si je regarde la longueur de ce truc-là, il en trouve bien 3. Donc c'est bon, j'ai mes apparts. Ça renvoie une liste d'éléments de type soup. Le type de ce truc-là, c'est bien une liste. Ah, c'est un résultat set, mais en fait, c'est castable sur une liste. Et donc, c'est mes apartments. C'est mes flats. Comme j'ai une liste de flats, là, on voit qu'il y a des petits crochets, je peux tirer dessus. Je vais faire for flat in flats. Et là, cet objet-là, en fait, c'est un objet de type soup, donc je peux refaire une recherche à l'intérieur. Si je fais un flat.p, par exemple, alors, il faut l'afficher, je veux récupérer le prix. Donc je vais faire price égale, je vais récupérer le nom de l'appart, name égale flat.p, et je vais faire print name. Il m'affiche bien appart 1, 2, 3, donc ça marche. Mais si je veux le deuxième P, je vais l'identifier par sa classe. Donc là, je vais faire name, je vais faire un point texte pour choper ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, si je veux le price, je vais faire un flat point, et puis find me, un élément. Je n'ai même pas besoin de donner le nom de l'élément, je peux me contenter de lui passer la classe et lui dire classe égale pas unique. Et si je fais ça et que j'affiche mon price, ça marche pas. Alors ça marche pas. Ça marche pas. Flat.find. Flat, normalement, ça contient tout ça. Si je mets le P, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. On va afficher le flat pour voir ce qu'il y a dedans. Print flat. On va commencer. Quand ça commence à merdouiller comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on joue uniquement avec un élément, comme ça c'est plus clair. Donc là, je vois que mon flat, il va de là à là. Alors j'ai peut-être une erreur de syntaxe qui fait qu'il ne trouve pas classe égale price. C'est un peu étonnant. On va essayer une autre fonction. Il y a une méthode qui s'appelle select, à laquelle on peut passer un sélecteur CSS. C'est une syntaxe particulière. Et là, ça marche. Alors pourquoi? Ça veut dire que je me suis planté quelque part tout à l'heure. Celui-là marche. Pourquoi j'ai mis une virgule là? .find, classe. Peut-être que ça marche que avec le find all, la classe? Non. C'est dingue. Et si je fais un select du point pas unique, alors là, je suis perdu. Tout à l'heure, mon select, il marchait. Point price. Ah oui, non.
Ah, ok. Le nom de ma classe, c'est pas unique. Le nom de ma classe, c'est price. C'est celle-là que je veux rechercher. En fait, c'est la div qui s'appelle pas unique. Et mon flat, là, si j'affiche mon flat, l'objet souple, il va chercher à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il trouve pas ça. Donc, ce que je veux, c'est mon find classe égale price. Quand vous allez faire du scrapping, vous allez passer votre temps à tomber sur des petites erreurs comme ça. Ça ne remarche pas. Alors, c'est pas point price, c'est price. Vous allez passer votre temps enfin, l'art du scrapping, c'est passer son temps à tomber sur des cas particuliers. Donc, vous allez avoir ces problèmes-là. Et l'autre type de problème que vous allez avoir, c'est ce que vous allez faire, ça va marcher sur les 5 premières pages, et puis la page 6, elle n'aura pas tout à fait le même format. Et il va falloir tester tous les cas possibles pour que le code fonctionne quand même. Donc, je vais faire un point texte. Et je vais convertir ça en float. Ou en int. On va dire que les prix sont des entiers. Ouais, c'est quand même plus périn de mettre un float. Ok, donc là j'ai un appart 1 et un prix. Super, donc je peux enlever ma limite. Et je vais stocker ça dans ma liste de résultats. Plutôt que de faire un print là, on va faire un joli petit apart, une petite variable apart, avec un name et un prix. Et on va faire un result list.append de mon appart. Et si je fais ça, et que j'affiche le contenu de ma result list, j'ai bien récupéré dans ma page mes 3 apparts et mes 3 prix. Donc là, je vous ai montré que ça marchait bien en construisant le truc à la main. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon pages content qui avait été renvoyé par l'appel request, donc le contenu des 50 pages, et on va essayer de choper des infos. Alors là, le jeu est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, comme c'est moi qui avais construit la page, je savais ce qu'il y avait dedans. Là, il va falloir que j'aille chercher dans le navigateur le contenu de la page. Donc ce qu'on va faire, on va faire simple et on va dire je vais juste regarder ce qu'il y a dans la page 0. La page 0, c'est ça. Et ce qu'il y a dedans, c'est ça. Donc la page 0, si je reviens ici, alors pour regarder où sont les différents éléments, là je vous ai montré en regardant le code du site. C'est-à-dire j'allais là-dedans, je regardais où étaient les ID, les classes, et je disais ok, je cherchais un A qui est dans un LI avec telle classe, tel machin, tel truc. Et là, je vais pas faire ça. La page, elle est énorme, je vais jamais m'y retrouver. Pour faire ça, je vais utiliser un inspecteur de code. Donc, je fais bouton droit inspect, que je vous avais montré tout à l'heure. Je vais peut-être zoomer ici. On va supprimer ce truc-là qui nous embête. Hop, on va zoomer là. Puis on va zoomer là aussi. Normalement, c'est mieux. Ok. L'inspecteur, dans la vue de droite, en fait, il vous met le contenu du site sous forme d'arbre. Donc là, vous reconnaissez, il y a bien le doctype au début. Il y a des commentaires qui ne nous intéressent pas. Ensuite, il y a un élément HTML qui contient tout le monde, avec dedans un head et le title, et un body avec plein de trucs à l'intérieur. Et le jeu, c'est comment est-ce que je fais pour savoir où sont les éléments. Pour faire ça, j'ai un petit outil ici qui me permet de pointer là où je veux. Et si je veux le prix, par exemple, je pointe sur le prix, et à droite, il me met là où est l'élément prix. Et du coup, comme là, j'ai trouvé que P, il a une classe price color, je peux dire, je vais, maintenant que j'ai ma grosse chaîne de caractères qui est la page, je vais faire à nouveau un autre objet beautiful soup, lui passer mon page 0, lui dire c'est du html.parser, et mettre ça dans un objet real soup, ou page 0 soup, p0 soup. Et si j'affiche p0 soup, normalement il m'affiche le contenu de la page, mais déjà un petit peu plus lisible. Et donc ça veut dire je peux jouer avec. Donc si je prends mon p0 soup et que je fais un point find all, alors je veux qu'il me chope tous les éléments p avec une classe price color. Donc je fais p avec une classe égale à price underscore color. Comme il y a une page, il devrait m'en trouver 50. Donc si je regarde la taille de ce truc-là, j'en ai 20. Ah oui, non, il n'y en a pas 50, il y en a 20 par page. Ok, donc là, j'ai récupéré mes prix. Bon, c'est bien, mais
c'est bien, mais en fait, ce qui aurait été un peu plus sympa, plutôt que d'aller choper directement les prix, c'est d'abord de choper tous les éléments, et ensuite, à l'intérieur de chaque élément, choper l'image, le nombre d'étoiles, le nom, le titre, etc. Donc, comment est-ce que je fais pour choper l'espèce de conteneur de livres? Je vois bien qu'ils sont, les bouquins là, ils sont alignés les uns par rapport aux autres, et en fait, pour faire ça, ils sont dans un conteneur HTML. Pour trouver lequel, pareil, j'utilise mon petit outil, je vais dessus, et je m'aperçois que j'ai un espèce de truc qui s'appelle un article là, qui a l'air de correspondre assez bien. Donc, je vais commencer par choper, plutôt que choper tous les prix, je vais choper tous les articles. Et donc, le nom de l'élément, c'est article. Si je fais ça, combien est-ce que j'en récupère? J'en récupère 20. Ça va pas mal, bah, je vais boucler dessus. Donc, j'ai commencé par boucler sur ma page. Maintenant, je boucle dans les articles d'une page. Je fais for article in articles. Et là, dans l'article, je vais récupérer son prix. Comme article, c'est aussi un objet souple, je peux directement faire une recherche dessus. Donc, je vais réutiliser cette recherche-là du price color. Mais au lieu de l'appliquer à l'ensemble de la page pour tous les récupérer, je vais juste l'appliquer à l'article pour récupérer le prix de l'article. Donc, ça va être un p.find. Comme j'en veux qu'un seul, je fais un find et pas un find all. Et si je fais ça, et que j'affiche mon price, bah, ce coup-ci, j'ai bien les vrais prix. Alors, pareil, je ne veux pas tout l'élément HTML, je veux juste le contenu, donc je fais un point texte. Je veux supprimer la livre, donc je fais un point strip du symbole pound. Et je veux convertir ça en float, parce que là, en fait, en vrai, si j'affiche le type de ces trucs-là, c'est une string, et moi, je veux une base de données un petit peu propre, donc je vais faire un float. Ok, j'ai mon float. Assez cool. Maintenant, je veux récupérer le nom du bouquin. Bah, pareil, avec toujours le petit élément là. Je vais venir cibler dans n'importe quel article mon bouquin. Et je vois qu'il est dans un H3. C'est un A dans un H3. On va essayer de choper le A directement. Qu'est-ce qui se passe si je fais name égale donc article.find et que je chope le premier A et que je l'affiche? Qu'est-ce que ça me met? Ça m'affiche, ben, ça a l'air. On dirait que ça chope le lien vers une image. Ah, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un élément lien avec à l'intérieur un élément image. IMG, c'est un tag image. C'est pas celui que je veux. Ça me récupère celui-là en fait, alors que moi je veux celui qui est en dessous. Bah, je vais prendre le premier qui est dans un H3, parce que ça a l'air de bien coller. Donc soit je fais .h3 parce qu'on a vu que ça marchait, soit je fais un point find de h3. Si je fais un point find, ça marche. J'ai bien les noms qui sont là. Si je fais une autre syntaxe possible, c'est je fais .h3.a ou .h3.find, enfin je mixe comme je veux, et j'ai bien le même résultat. Alors il y a deux trucs, le nom du bouquin il est là, mais des fois en fait c'est coupé et il y a une information qui est plus intéressante dans un attribut. Comment est-ce que je fais pour choper l'attribut et pas le contenu de l'élément? J'utilise l'opérateur crochet et je fais crochet, le nom c'est title, et hop, ça me chope le nom complet. Donc là, avec le package request, je suis allé choper les 50 pages du site. Ensuite, j'ai itéré sur chacune des pages. Ça m'a fait 50 grosses strings. Pour chacune de ces strings, je les mets dans un objet Beautiful Soup. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme, mais vous mettez ça dans la boucle. Et sur chacune de ces soupes, chacune de ces pages, vous allez récupérer tous les articles, vous itérez sur les articles. Pour chaque article, vous récupérez le nom, vous récupérez le prix. Et pareil, là, on va se construire un petit truc un peu plus propre. On va appeler ça un book. On va mettre ça dans un dictionnaire. On va dire ton name, c'est la variable name. Ton price, c'est la variable price. Et on va stocker ça dans une liste de tous les bouquins, qui est une liste qui commence vide. Et je fais un append de mon book. Et si je fais ça, pourquoi j'ai encore mon print? Ouais, on va l'enlever. Si je fais ça, dans ma liste de books, j'ai mes 20 premiers bouquins. Comment est-ce que je peux faire si ce truc-là, je veux le faire sur toutes les pages? Eh bien, assez simplement, bah ça, je vais le mettre dans une fonction en fait. Et ça va être une fonction qui s'appelle get books of page et qui va prendre en paramètre le contenu de la page. Alors là, le contenu de la page, il s'appelait comment? C'était quoi? Ah non, ça prenait les articles. Et ben, comment est-ce qu'on est passé du contenu de la page aux articles? On va merger toutes ces cellules-là. Pour faire ça, vous faites échappe, shift vers le bas et shift M. Et ça fait un seul gros bout de code. C'est plus facile pour analyser. Et du coup, ma fonction, là, je vais la faire monter tout en haut. Et là, je vois que j'avais le page content de 0. Voilà, ok. Donc, le contenu de la page, en fait, c'était ça. Je l'avais appelé page 0. Donc ça, c'est plus page 0. C'est page content. P3 soup, c'est pas génial comme nom. Je vais plutôt mettre soup.
Et bon, là, je suis en train de refactorer mon code, mais ça devrait fonctionner. Donc, tout ça, on va le tabuler, parce que maintenant, c'est une fonction. Donc, c'est une fonction qui prend en paramètre la grosse chaîne de caractères avec ce qui a été récupéré, soit qui a été tapé à la main, soit qui a été récupéré sur un site web. Ça crée un objet souple. Ça récupère tout ça, ça, on n'en a plus besoin maintenant, les prescolors. Ça récupère tous les articles. La laine, on n'en a plus besoin. Et ça va récupérer tous les éléments à l'intérieur. Ça append. Et donc, cette fonction, il faut qu'elle return les books. On va la tester. Donc là, je la définis. Il me dit que j'oublie les 2 points, comme à chaque fois, normal. Et maintenant, on va la tester, on va lui repasser mon page 0 et voir qu'il nous renvoie bien la liste de bouquins. Ça marche avec la page 0. Si je lui passe la page 1, il me dit la page 1, elle n'existe pas. Ouais, parce que la page 1, elle est dans page content. On va tester avec page content de 1. J'ai toujours light in the attic. C'est assez bizarre. C'est assez suspect. Affiche-moi juste les 3 premiers, s'il te plaît. Light in the attic, si j'affiche la page 0, si j'affiche la page 1, c'est la même chose. Si j'affiche la page 3, c'est la même chose. Alors pourquoi ma fonction, elle renvoie toujours la même chose? C'est une bonne question, ça. Alors, ok, je crée un soup. Je crée un nouveau beautiful soup avec ce qui m'est passé en paramètres. Vous avez vu là, j'ai pas changé le nom de la variable. Du coup, ma variable, elle existe encore dans le notebook et elle référence toujours la première page. Donc ça, c'est une erreur de gros débutant et qui est assez complexe à trouver. Enfin, on peut bien se prendre la tête là-dessus. Ok, donc maintenant, quand j'ai la page 3, j'ai bien un bouquin différent. Du coup, j'ai plus qu'à itérer sur toutes les pages que j'ai récupérées. Donc je fais for page content in pages content. Et là, j'appelle ma fonction. Ce truc-là. Donc, page books est égal à ça. Et donc là, c'est juste la page sur laquelle je suis en train d'itérer. Et puis là, je vais faire une nouvelle liste qui va contenir tous les bouquins de toutes les pages. Et je vais lui ajouter... Alors je fais un plus égal et pas un pund parce que ça c'est déjà une liste et on peut faire liste plus liste. Si je fais 1, 2, plus 3, ça marche. Alors que si j'ai juste un 3, ça marche pas, je suis obligé de faire un pour append. Sauf que il affiche pas le résultat, mais si je fais ça, et que je fais ça... Pourquoi il affiche pas mon L là? Ah, ok, non, c'est pas bon. Il faut faire L.append. Pourquoi? Parce que si je fais... en fait, la fonction append, elle renvoie rien. Du coup, je stocke le résultat qui est rien dans L et ça s'affiche pas. Ok, bref. Et du coup, si je fais ça, en fait, si je lance ce truc-là, dans All the Books, je devrais avoir mes 1000 livres. Si je regarde l'N de ça, hop, j'ai 1000. Et si je les affiche tous, for book in ça, je vais afficher book name. Je vais afficher. Je vais faire un petit enumerate, là, on a la classe. Enumerate, index, plus 1 parce que sinon ça commence à 0. Book name, cost, book, price, bim, trompage de syntaxe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, je le fais à chaque fois ça. J'ai mis des simples cotes à l'intérieur et à l'extérieur, du coup Python il est perdu. Donc on va mettre des doubles cotes à l'extérieur. Et là j'en ai mis 2. Hop. Et voilà, et là j'ai mes 1000 bouquins. Donc en une demi-heure, c'est parfait. Bon timing. En une demi-heure, j'ai récupéré automatiquement les 1000 bouquins. Mais s'il y avait eu 10 000 pages et qu'elles n'étaient pas trop mal formatées, qu'elles avaient un peu toutes la même tête et un petit peu toute la même structure, je récupérais les infos de la même façon. Voilà, that's all. Donc là, vous avez une magnifique liste du dictionnaire. Vous en faites ce que vous voulez. Vous la mettez dans une base de données. Vous la mettez dans un data frame. On pourrait faire ça. Comment est-ce qu'on convertit ça en data frame? Je me demande si je peux pas faire un pdi.dataframe en lui passant mon truc direct là. Booksdf est égal à ça. Comment ça? Ah, je ne l'ai pas importé. Import pandas as pd. Et hop, bim. Oh, ça
Ça marche ça ou ça marche pas? C'est quoi mon type de... Ah oui, non, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux mon BooksDF. Boum, un data frame, c'est magnifique. Et comme ça, je peux connaître la somme du prix de tous les livres. Tellement génial. Hop, super. Pour seulement 35 000 euros, vous pouvez avoir tous les livres du site. Et vu que j'ai un data frame, après, je peux faire des tas de trucs avec. Et ça reboucle sur le cours. Parce qu'on peut faire du boolean indexing et dire, mais Gaëtan, s'il te plaît, sors-moi la liste de tous les bouquins qui coûtent plus de 10 balles. Et ben c'est parfait. On fait BooksDF, crochet BooksDF supérieur à 10. Et ça me dit qu'il y en a, ils sont tous à plus de 10 euros. La vache. Ceux qui sont plus à plus de 40. Et ben il y en a, oh, putain, ils sont tous chers. Plus de 50. Je pense que je fais n'importe quoi là parce que ça a pas l'air de marcher. Alors c'est quoi le type de la colonne price? Books df.dtypes. C'est bien un float de 64. Pourquoi? Si je fais supérieur à 500, qu'est-ce qu'il me renvoie? Ah, là, il n'y en a pas. Non, mais ok, je me suis peut-être pas planté. C'est juste qu'ils ont tous... Attends, c'est quand même étonnant qu'ils soient tous entre 50 et genre 60. Si je mets 55... 98, ok. Ok, là, il n'y en a plus que 98. Ok, donc ça marche bien. Et donc, boum, j'ai fait du boolean indexing. Et maintenant, si je veux faire un graphe pour vraiment faire la boucle sur tout le cours, un magnifique plot des bouquins les plus chers, je fais expensive, je vais stocker ça dans un data frame expensive books, df égale ça, que je vais afficher quand même, je vais mettre son point head. Ensuite, je vais le sortir par prix, et donc ça c'est ma colonne price, ascending est égal à false. Donc ça m'affiche par prix décroissant. Ouais, donc ils ont tous un peu les mêmes prix quand même. Je vais prendre les 10 premiers. Je vais basculer le name en index, sinon il va afficher n'importe quoi comme tout à l'heure. Cet index de name. Et ensuite, ce truc-là, je peux le plot. Et on a vu que c'était kind égale bar pour faire un bar plot. Boum, magnifique. Alors c'est un peu naze comme une chart parce qu'ils sont tous quasiment au même prix, donc on voit pas grand-chose. Même si je prends les 50 premiers, bon, d'une part c'est illisible et d'autre part on voit que les prix sont vraiment quand même super stables. Voilà, that's all. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci encore Dan pour le tile titre, parce que j'aurais pu y passer un moment. Alors, comment est-ce qu'on Ok, pas de questions, on dirait. Je sais jamais couper le partage d'écran en fait. Ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. C'est vrai? Ah, ça y est, ok. C'est planqué là. Cool. Alors. Eh ben, je vous souhaite une bonne continuation. La semaine pro, vous retrouvez Soumia, qui va avoir 2 cours qui sont assez fat. Le premier sur les API. Donc, vous allez utiliser le package request pour récupérer le contenu d'une page, sauf que le contenu de cette page, au lieu d'être du HTML, ce sera probablement du JSON. Et c'est la façon dont vous pouvez interagir de manière automatique avec des sites, en fait, avec des applications. Et ensuite, jeudi, vous reverrez plus en détail la partie scrapping. Ok, super. Merci beaucoup, Gaëtan, pour cette semaine. Je rajoute juste, comme d'habitude, je vous envoie tous les éléments de travail d'ici demain. Et je rappelle que les portes ouvertes, vous êtes les bienvenus au wagon demain, à partir de 17h et à partir de 18h pour boire une bière avec les élèves et nous et l'équipe. Voilà. Donc pour ceux que je ne verrai pas demain, très bon week-end. On se retrouve avec Soumia, comme Gaëtan l'a dit. Et merci encore Gaëtan et bon week-end à tous. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir.